Allô, allô, auditeur de Ivocan Relais, Larissa Nelly, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Fabrice Lévy, Léby, pas Lévy, Léby, Mhm. de RMA. Donc, mon frère ivoirien qui est dans l'Ouest, c'est ceux qui parlent anglais là. Donc, moi, je parle pas anglais. Donc, c'est ça. Donc, on On vous a essaie de donné préciser. rendez-vous à 17 h heure d'Alberta, et 19 h heure de Québec et de Montréal. Donc, heure de l'Ouest et l'heure de l'Est. Aujourd'hui, c'est Est et Ouest qui se sont mis ensemble pour passer cette heure avec vous, pour parler un peu de la petite réalité aussi que vivent nos frères ivoiriens qui sont dans l'Ouest. Donc, je vais laisser Fabrice se présenter à nous. Ok, merci pour cette opportunité que tu me donnes, Larissa. Je te remercie pour ta plateforme. Moi, c'est Fabrice Léby Balé, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis au Canada, ça fait bientôt 12 ans. Et je suis dans l'Ouest, précisément dans l'Alberta, Edmonton. Je suis père de famille et puis président d'une ONG qui s'appelle Réseau Métier Afro-Canadien qui traite un peu l'amélioration de l'activité emploi des immigrants francophones, pas ivoiriens seulement en Alberta. On essaie d'aider les gens à s'intégrer dans le milieu anglophone au niveau d'Alberta pour qu'ils puissent s'intégrer parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes ont des soucis. Donc voilà pourquoi voilà ce que nous faisons ici en Alberta. Donc, avant de parler de RMA, la question que j'aime bien poser à mes invités, c'est vrai que j'ai déjà entendu comment, le comment du pourquoi tu es rendu ici, mais vite fait, comment est-ce que tu as atterri au Canada? Bon, il faut dire que le Canada, venir au Canada, l'immigration d'abord, c'est un projet de vie. Moi, pour la petite histoire, nous étions 5 ou 6 à travailler en raffinerie à Abidjan quand certains de nos devanciers ont commencé à venir. Au départ, on a cru que c'était l'utopie. Et puis après, chacun a nourri le projet. Et puis bon, on s'est lancé. Moi, j'avais carrément oublié parce que j'avais quitté Abidjan pour travailler à l'intérieur du pays. Et puis, à un certain moment, quand je suis revenu à Abidjan, mes papiers sont sortis. Ça m'a pris 8 mois de réflexion pour venir. Parce que c'est un projet de vie, j'avais un bon boulot. Laisser tout ça derrière moi et venir, c'était quand même difficile. Mais le déclic est venu de mon père qui m'a dit, va, si ça ne te plaît pas, tu peux revenir. Mais si tu n'es pas parti, que ça tourne au vinaigre ici, tu peux regretter de n'être jamais parti pour voir ce qui était de l'autre côté. Donc, Dieu merci, je suis venu et j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, m'intégrer assez facilement. Voilà ce que je peux dire sur le Canada. Et tu es dans l'Ouest, Oui, à Edmonton. oui. On sait que quand les Ivoiriens ou la majorité des francophones viennent, c'est du côté du Québec. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans l'Ouest? Bon, comme je l'ai dit, l'Ouest, j'ai choisi l'Ouest depuis le pays. Je ne suis pas venu un peu reparti. Donc, quand je suis arrivé, pour une anecdote, je vais le dire aujourd'hui, peut-être beaucoup ne savent pas, dans mon arrivée, j'ai traversé un certain difficulté pour ceux qui me connaissent et qui sont à Montréal. Moi, je suis venu, j'ai eu un problème en immigration. Je suis retourné au pays et je suis revenu 10 jours plus tard. Mais j'étais pas, j'ai fait une immigration pour le Québec à l'époque. Mais dans mon entendement, quand je faisais ma prospection, mes recherches au pays, je me suis rendu compte que compte tenu de mon background, c'est l'Alberta qui était propice pour moi pour m'en sortir. C'est vrai que j'avais des dévanciers qui sont venus avec le même background, qui ont trouvé bon chemin à Montréal, mais moi, je n'ai pas désiré de rester là parce que j'avais l'amour et la niaque de pratiquer mon anglais. Donc, je me suis dit, venir à Montréal, le volet pétrolier n'est pas trop développé. Je vais en Alberta, je suis en immersion en même temps. Puis l'anglais, ça va venir. Mais il faut dire que quand je venais à Alberta, j'étais confiant d'être un gros anglophone. Mais ils ont descendu mes épaules tranquillement. Là, donc, je suis reparti doucement, doucement. Donc, c'est ça. En fait, c'est la prospection qui a montré qu'au Québec, c'est Hydro-Québec, c'est beaucoup de pharmaceutiques. L'énergie n'était pas du volet pétrolier, donc
Étant moi, avoir une bonne base en pétrole et autres, j'ai juste décidé de venir en Alberta. J'ai juste fait 4 jours à Montréal pour voir mes dévanciers, mes anciens collègues qui sont venus avant moi parce que avant que je ne vienne, on m'avait dit qu'il y avait une rencontre d'investisseurs dont ils faisaient partie. Donc, j'ai profité pour aller à cette rencontre pour croiser tout le monde, les saluer. Et 2 jours après, j'ai pris mon avion pour venir en Alberta. C'est tout ce que j'ai fait. C'est plus tard que je suis allé connaître le Québec et Montréal. On va parler de RMA. Okay. Est-ce que tu peux nous présenter RMA et nous dire c'est quoi qui a motivé la création de RMA? Bon, RMA, comme l'indique son nom, c'est le réseau des métiers afro-canadiens en Alberta. Ce que nous faisons en Alberta, RMA a été créé pour orienter, guider et puis faire du mentorat pour les francophones qui arrivent pour pouvoir s'intégrer dans le monde du travail en Alberta. C'est-à-dire RMA joue le rôle d'un pont entre le francophone qui vient d'arriver, la société francophone dans laquelle il avait, qui vient d'arriver, la société anglophone dans laquelle il va. Nous permettons à cette personne de se réorienter en donnant des codes. Parce que le système de l'emploi à lequel nous avons grandi chez nous au pays, ou même que nous avons vécu depuis lors avant de faire notre immigration est différent d'ici. Et il y a des codes, il y a la lecture du terrain que nous permettons aux gens de comprendre afin qu'ils puissent s'orienter facilement et puis trouver leur chemin. Et puis, on fait aussi du mentorat pour des personnes. On est beaucoup basé sur le domaine des métiers, qui n'est pas très connu ou qui est très lésé au niveau de la zone francophone en Afrique. Quand tu vas dans les métiers, on trouve que tu n'as pas réussi ta vie. Quand tu fais une maîtrise, tu vas à l'université, c'est là que tu t'en sors. Or, ici en Alberta, c'est les blue collar, les hommes en tenue qui font l'argent. Ce n'est pas les hommes au bureau. Les hommes au bureau, ils sont bien assis, ils sont tout, mais ils ne font pas l'argent. C'est ceux qui sont en tenue sur le terrain qui font plus d'argent. Le bureau, c'est vrai, c'est une stabilité. Tu as un salaire, ce que tu veux, tu l'as vraiment. Mais si tu veux faire beaucoup d'argent, c'est d'essayer de rentrer dans les blue collar. Donc, c'est ce qu'on essaie d'aider et d'orienter nos confrères pour qu'ils puissent comprendre que c'est là-bas que se trouve l'orientation. Si vraiment tu veux faire un changement à 360 degrés, c'est bon d'aller dans ce domaine si tu penses que tu as les aptitudes. Mais en dehors de ça aussi, on pousse les gens qui sont venus, qui sont tertiaires hautes, on essaie de leur donner les informations qu'il faut, les connecter avec des gens qui ont plus de 5, 6 ans, 7 ans d'expérience ici, qui travaillent dans le même domaine qu'eux, pour pouvoir être un coach, pour faciliter l'intégration et pour les acheminer jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Il faut dire que RMA a été créé à la base à partir d'un constat. Nous avons un organisme ici francophone qui reçoit les nouveaux arrivants qu'on appelait à l'époque Access Emploi, qui faisait des meetings, je vais appeler, ou bien des workshops, où on invitait les nouveaux arrivants, et puis nous, on nous appelait pour venir partager notre expérience. Je crois que j'ai été appelé, c'était à la 5e fois, j'ai discuté avec le confrère qui le faisait, qui est ici, un confrère qui vient du Rwanda, il s'appelle Kai. Je suis à lui, et puis je me suis rendu compte que beaucoup de nos immigrants qui viennent ici posent les mêmes questions. Parce que 90%, je vais dire 99% des immigrants, les gens qui immigrent ici de l'Afrique francophone, c'est des gens qui immigrent en fonction de leur background. Peu immigrent parce qu'il y a eu la guerre. Non. C'est des gens qui ont un niveau intellectuel assez poussé et puis ils immigrent ici. Et on a constaté qu'il y a des gens qu'on a croisés qui te disent, moi, ça fait 1 an et demi, je suis là, je n'ai pas de boulot. Quand on cause à lui, on lui explique les codes qu'il faut, comment il faut s'orienter. Il t'appelle 2 ou 3 jours, il n'a pas dit qu'il a eu du boulot. J'ai croisé un gars qui était en banque. Ça faisait 3 mois qu'il était arrivé. Il était sur le point de retourner au pays. Et on a discuté. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Que si tu cherches un boulot banquier, maintenant, ça n'a pas marché. Voilà. Aujourd'hui, il est tranquille. Il s'en sort. On a essayé d'aider plein de gars comme ça. Et puis, on s'est dit, mais tiens, si c'est comme ça, il faut qu'on mette quelque chose en place pour que ça puisse aider les gens. Donc, on a lancé un lien WhatsApp. On s'est dit, en 5 ou 6 jours, si on a plus de 100, si on a plus de 50 personnes, on va ouvrir le truc. Je pense qu'on a eu 150 ou bien. Un nombre assez consistant. On dit, c'est que la demande est là. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on a créé le groupe, on a travaillé dans l'ombre. Et ce n'est qu'en 2000, nous sommes en 2025. En 2024, bon, de ma propre poche, j'ai fait tous les papiers pour qu'on soit enregistré, reconnu, tout et tout. Mais je ne le fais pas pour moi, où je suis assez bousculé. Je souhaite que tout le monde s'implique pour qu'on puisse donner la relève aux gens, pour que ceux qui viennent, je me dis,
Aujourd'hui, en me regardant, je suis venu avant les autres, j'ai un peu plus de chance. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres. Ce que je peux apporter pour ne pas que mon frère qui est arrivé après moi passe par la même souffrance que moi, je préfère le faire que de le regarder souffrir, me moquer de lui. Si je me moque de lui, c'est que j'ai échoué. Au contraire, je dois donner comment moi j'ai pu trouver ce chemin, je dois partager ça à lui pour que ce soit pérennisé dans notre communauté, afin que tous ceux qui arrivent en tant que francophones s'en sortent dans ce qu'ils veulent faire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'un des objectifs de RMA, c'est de permettre aux francophones qui arrivent à Edmonton de pouvoir s'intégrer professionnellement dans métier de leur choix. Le tissu social aussi et professionnel. Oui. Ça de créer un pont entre le système francophone dans lequel ils sont venus et le nouveau système dans lequel ils sont. Parce que l'anglais est une barrière, il faut pouvoir faciliter cette transition-là pour que la personne puisse s'imprégner de comment fonctionne le système dans lequel il est. Beaucoup se sont confrontés à cela. J'ai vu des gens retourner au pays, malgré que ça a commencé à prendre, mais ils ont trouvé que c'était trop lent, ils sont repartis. Donc, c'est dommage, mais on veut éviter ça parce que beaucoup viennent, ils ont un gros background, ils ont de l'expérience et puis c'est difficile. Quand tu vois ça, c'est vraiment peineux. Est-ce que ça a été facile de mettre RMA en place? Je vais dire oui et non. Oui, parce que la demande est forte et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de bureau, on travaille de façon virtuelle. Parce que beaucoup de personnes sont dans le besoin, arrivent à nous contacter, on arrive à discuter, on arrive à leur donner ce qu'on peut, parce qu'on fonctionne sur fonds propres, ce qu'on peut pour qu'ils puissent s'orienter. Beaucoup s'orientent, beaucoup arrivent à trouver du boulot. Mais ce qui est déplorable, je vais le dire ici, beaucoup ne font pas de témoignages. Après qu'ils aient le boulot, bon, ça va chez eux. Quand ils te voient, ils sont contents, ils se présentent à toi, ils disent ce qu'ils ont eu. Mais quand tu leur dis, bon, il y a un témoignage à faire, peu, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Donc, il y a eu quand même, j'ai fait un lancement cette année, non, l'année passée, pour que on sente dans l'univers francophone qu'il y a un service comme ça qui existe. Il faut dire qu'au départ, les gens ont pris c'est un peu comme une concurrence. Or, moi, je dis, c'est les deux mains qui se lavent. Nous ne sommes pas venus pour être une concurrence, nous sommes venus pour compléter les choses. Donc, quand c'est un truc que nous ne faisons pas, on te ramène à ces organismes-là. Nous, on essaie de... Parce que la dépression est tellement ici, quand tu arrives, j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit, le Canada se fait sur 3 phases. Quand tu arrives, tu es content, tu es monté dans l'avion, tu souris, tu es tout content. Tu es en train de fuir la misère du pays. Quand tu arrives, tu es confronté aux soucis canadiens, tu tombes dans une certaine dépression. Si tu n'as pas la force de sortir de cette dépression, ça va te prendre 3 ans. Si tu as la force, 6 ou 1 an, tu es reparti sur tes jambes et puis le sourire revient. Donc, on a constaté que beaucoup sont dans ce système de dépression-là et que si tu n'arrives pas à parler aux gens, parce que si ce n'est pas un secteur où la famille autour de toi, il y a des gens à qui parler. Donc, il arrive qu'on croise des gens à qui on essaie de remonter le moral en leur montrant les codes, le chemin qu'il faut suivre en fonction de son background, les possibilités, les opportunités qui sont devant de lui. Et ça ramène le sourire sur le visage des gens. Il y a beaucoup qui sont sortis qui aujourd'hui ne se plaignent plus, arrivent à payer leurs factures, tout et tout. Parce que souvent, on arrive, on veut forcément avoir le boulot qu'on avait. Or, c'est de chercher d'abord à couper l'hémorragie financière. Quand tu vois clair, maintenant, tu essaies de voir qu'est-ce qu'il te faut pour aller chercher ce que tu veux vraiment faire pour être épanoui au Canada. Parce que personne ne te connaît, personne ne va te confier son entreprise. Ça, c'est vrai. Une question dans les commentaires. Quels sont les métiers que vous proposez à des nouveaux arrivants? Bon, nous, on ne propose pas vraiment de métier. On travaille. Il y a une structure ici qu'on appelle Apprenticeship Institute of Technology. Ça, c'est un service au niveau de l'Alberta ici qui s'occupe de tout ce qui est métier. Tout ce qui est métier, c'est régi. Il y a un institut qui s'occupe de ça. Il y a 2 grandes écoles en Alberta. Il y a une à Edmonton et puis il y a une à Calgary. Edmonton, c'est NAIT et puis Calgary, c'est SAIT. Edmonton, c'est Northern Alberta Institute of Technology et puis
Calgary, c'est Southern Alberta Institute of Technology. Donc, ces instituts-là sont régis par un bureau qui a une certaine réglementation et puis ils ont une certaine panoplie de trades. Que ce soit, je veux dire, de la coiffure, la cuisine, la charpenterie, l'électricité, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on appelle le trade, c'est... C'est quoi, des formations qualifiantes? Oui, formation qualifiante. Mais ici en Alberta, c'est tellement prisé que ça paye très bien parce que c'est régi de telle sorte que quand tu fais un trade, les tarifs, c'est-à-dire si tu veux ce qu'on appelle le SMIG, en fonction de ton année de classe, est déjà prérequis. Si par exemple tu fais un trade de soudeur, quand on dit le soudeur, première année, doit avoir 25 $, ton employeur ne peut pas te payer en dessous de 25 $. Si tu n'as rien, c'est 25 $. Donc, ainsi de suite. Si on te dit, le gars qui a fait la dernière année, où on te donne le certificat qu'on appelle le Journeyman, qui est un certificat où, en Ontario, on te donne directement ce qu'on appelle le Red Seal. C'est un autre certificat canadien qui te permet de travailler dans tout le Canada. En Alberta, tu as le Journeyman d'abord, et puis après, tu viens faire le Red Seal. Donc, c'est une plomberie, un peu de tout. Quand tu le fais, ça dépend. Il y en a qui sortent, ils deviennent leur propre employé. Parce que quand tu as le Red Seal, tu es certifié pour ouvrir ta propre entreprise. Tu es certifié, quand tu as dit, mais tu es certifié pour faire ton propre boulot si tu es capable. Si je suis charpentier, je peux travailler à mon propre compte. Ou bien travailler pour quelqu'un. Si tu es électricien, tu peux faire électricien bâtiment, travailler à ton propre compte ou bien travailler pour quelqu'un. Ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, c'est des boulots qui sont bien régis. Il y a des syndicats qu'on appelle les unions ici. Tu peux vouloir aller travailler en union ou tu peux aller travailler en non-union. Ça dépend de toi. Mais c'est des boulots, sans mentir, si tu rentres, que tu es quelqu'un de considéré dans la tête, tu peux te faire minimum 100 $ l'année. Sans problème. 100 000 ou bien 100 $? 100 000 $ l'année. Oui, si tu es bien organisé, tu peux passer au-delà de ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a plusieurs... Si les gars veulent chercher, je vais dire de taper NAIT. Comment on écrit NAIT là? N-A-I-T. OK. Northern Alberta Institute of Technology. Ou bien SIT, Southern Alberta Institute of Technology. Donc, une autre question dans les commentaires. Est-ce que votre association aide uniquement les personnes installées en Alberta? Je dirais non. On aide tout le monde, on aide tout le monde partout au Canada. On reçoit des appels, on reçoit des coups de fil, on reçoit même des coups de fil de personnes étant au pays qui cherchent à venir. Je viens d'illustrer une famille qui est au pays, qui vient en début septembre. Donc, on aide un peu tout le monde. On est fédéral et provincial. Mais seulement pour l'instant, nous sommes installés en Alberta. Mais si nous n'avons pas l'information, on peut communiquer à des personnes dans ta zone, prendre les informations qu'il faut, ou bien t'orienter en fonction de la zone où tu es, qu'est-ce qu'il te faut. Mais parce que ça dépend. Le problème, c'est qu'on ne peut pas t'imposer une chose, ça dépend de ton background et ce que tu veux faire. Je dis ça souvent parce que j'ai croisé quelqu'un qui dit qu'il a fait 22 ans dans la distribution et il est arrivé en Alberta, il veut faire la soudure. Il a 42 ans quand il venait, bon, ça peut faire, il doit avoir 45 ans maintenant. Mais tu veux faire la soudure, pourquoi? Parce que ça paye bien. Ce n'est pas ça seulement qui suffit. Est-ce que tu as tous les prérequis qui sont dans la soudure, tu as déjà fait tes enfants? Est-ce que l'anglais, tu es à quel niveau? Est-ce que ça sera facile pour toi? C'est tout ça là. Mais si tu es d'accord à passer tous ces challenges-là, OK. Mais il ne faut pas y aller parce qu'on dit, oh, ça, ce métier-là, ça paye bien. C'est comme beaucoup viennent ici dire, on dit Boilermaker, ça paye bien. Mais Boilermaker, c'est physique. Si physiquement, tu n'es pas endurant, tu peux pas le faire Boilermaker, c'est des tuyauteries qu'il faut soulever. Ça paye très bien, sans mentir, mais c'est physique. Donc, c'est ça. On va continuer notre conversation. Est-ce que c'est payant l'accès aux services du RMA? Non, c'est gratuit. Donc, gratuit. Vous entendez. Hein? Donc, on continue notre discussion. Est-ce que
pour la mise en place de RMA, tu as eu des obstacles. Quand je parle d'obstacles, je pense que dans ton exposé, tu as parlé un peu de la jalousie, par exemple, de d'autres structures ou le fait, les compréhensions de d'autres structures. Est-ce que réellement tu as eu d'autres obstacles Oui, pour implanter RMA? dans toute chose, il y a des obstacles. Comme je dis, moi, je ne prends pas ça comme une jalousie, je prends ça comme une incompréhension. Du moment où tu viens pour pouvoir travailler dans le domaine de l'emploi, le domaine de l'emploi comme des entreprises qui sont déjà là, bien structurées, ça fait des années. Accès Emploi dont je parle, qui est venu aujourd'hui par là, ils ont plus de 20 ans, bien 25 ans, même 30 ans, je ne sais plus combien d'années ils sont là. Vous comprenez? Donc, quand tu viens là et que tout le monde parle, oh, il y a un nouveau nom, tu vois, le gars, il te rien, le gars, il fait ceci, les gens font ça, les gens font ça. Quand tu vas là-bas, le gars, il essaie de t'aider. On voit ça comme un concurrent qui est en train de venir, tu vois. Donc, moi, il faut avoir des stratégies politiques quand tu fais ce genre de choses-là. Parce que tu n'es pas venu pour tirer, si tu veux, la manne sous les pieds de quelqu'un. Tu es venu pour accompagner, c'est-à-dire pour mettre le jus à côté de la manne pour que le repas soit bien. Donc, moi, ce que j'ai fait, au lieu d'aller dans le dos de la cuillère, j'ai fait ce qu'on appelle un lancement où j'ai invité toutes ces entreprises-là et puis j'ai étaler ce que nous faisons. Donc, ça a un peu baissé, si tu veux, la crainte ou bien les inquiétudes des gens pour qu'on puisse discuter. C'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai discuté, on devait faire certaines choses, mais pour, je vais dire, je n'ai pas d'intérêt personnel, mais pour le risque d'être mal vu en fonction de leur relation avec d'autres organismes, ils ont essayé de faire un peu de retrait. Mais on a de bonnes relations. Quand j'ai besoin, je vais le voir, on travaille et puis bon, ça s'arrête là. Mais j'ai compris qu'il y a certaines personnes au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent pas s'afficher pour les relations qu'ils ont avec d'autres choses, mais ils aident dans le fonctionnement de la chose. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. À ce jour-là, quelle est, selon toi, la plus grande réussite du RMA? La plus grande réussite du RMA, je vais dire que c'est d'avoir casé, je ne peux pas compter, je vais dire, plus d'une cinquantaine, une centaine de personnes qui aujourd'hui vivent de ce pourquoi ils sont venus, sont fiers d'avoir fait leur immigration et sont sortis de cette dépression selon laquelle ils étaient prêts à retourner. Ils étaient... Aujourd'hui, quand je vois ces personnes et que je regarde dans leur visage, c'est deux personnes différentes et ça, c'est une fierté pour nous. C'est vrai que nous allons pas à pas. Nous n'allons pas avec une propagande assez vaste. Certaines personnes essaient de nous contacter, tout qu'on est là, c'est vrai, mais c'est un travail qui se fait. On n'a pas assez de personnes, c'est du bénévolat. Ça se fait sur le temps des gens. Donc, il faut trouver un peu le temps pour satisfaire tout le monde. Ce n'est pas facile, mais on essaie quand même de le faire. Mais il y a des gens qui, ce que je dis, la majorité des gens qui ont écouté ce qu'on a dit, qui ont compris le système et qui l'ont mis en pratique, je n'ai pas encore vu un revenir se plaindre. Au contraire, quand il te voit, il est fier et il est content. Je prends le cas d'un Camerounais que j'ai croisé qui travaillait sur les avions au Cameroun. Il est venu, ça faisait 8 mois qu'il était à Edmonton, il ne trouvait pas du boulot. Et ça, une des rencontres là, on a eu une cette année même où je suis parti participer, mais là, je suis parti participer en tant que Lébi Fabrique, pas en tant que RMA. Vous voyez, ça, c'est un organisme qui fait dans l'employment qui m'a invité, mais je n'ai même pas parlé d'RMA parce qu'il m'a invité en tant que moi, pas en tant que RMA. Donc, je parle là-bas puis parler d'RMA. Donc, ça, c'est une digression. Ce monsieur-là, je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce qu'on appelle le roadmap, le suivi que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Je l'ai revu 2 ans plus tard. Je parlais avec sa femme qui venait d'arriver et puis il est venu vers moi. Il m'a dit, c'est sa femme qu'elle vient d'arriver, elle est juriste. Et puis il a dit à sa femme, c'est de ce monsieur-là que je parlais. Ça m'a fait sourire. Aujourd'hui, il est retourné dans son domaine d'aviation. Il a son emploi tranquillement. Il fait ses routes tranquilles. Il dit, parce qu'au moins, il me parlait, ça faisait 8 mois, lui, je s'arrête, qu'il n'y a rien ici. Mais aujourd'hui, là, il est tranquille. Donc, ça dépend de l'orientation dans laquelle tu t'en vas. Donc, c'est cette satisfaction-là que nous avons quand nous voyons des personnes qui écoutent. Par contre, il y a d'autres personnes à qui tu dis non, moi, j'étais superviseur au pays, j'étais ingénieur, que je cherchais un boulot d'ingénieur. Je lui dis, mais on ne peut pas te donner ça ici. Pas parce que ce n'est pas possible. C'est possible, mais tu dois faire tes classes. Parce que 80% des boulots au Canada sont par référence. Et quand on voit sur les postes, on cherche tel gars, c'est parce qu'on n'a pas trouvé dans la référence.
Donc, il faut que quelqu'un te connaisse en tant que très bon ingénieur et puis il te copte pour te présenter à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, accepte de démarrer en bas de l'échelle et tu vas atteindre le haut de l'échelle assez rapidement par rapport à quelqu'un qui est sorti de l'école avec le même niveau que toi. Vous rentrez sur le terrain, tu as plus d'expérience, 3 ans plus tard, tu es son chef. Ou tu es loin de lui-même. Parce que les gens, quand ils se rendent compte qu'ils t'ont fait confiance, tu as de la connaissance, on te pousse à aller de l'avant. Donc, c'est comme ça. Et puis, est-ce que, parce que là, tu as dit que les gens ne voulaient pas venir faire des témoignages, est-ce que tu avais proposé aux gens de faire des témoignages écrits, anonymes, où on va leur donner juste leur prénom, un Google Form de témoignages que tu vas balancer aux gens que vous avez aidés pour recenser des témoignages anonymes que vous allez mettre sur votre site web? Parce que le témoignage, il parle. Bon, Parce là, que je pense qu'il y a des gens qui aiment pas trop se montrer. Ah, faut pas, quelqu'un va me voir dans la vidéo, ils vont envoyer son village, ils vont dire, je suis devenu tant. non, Mais aussi, ça peut être des témoignages écrits. tu viens de me sortir une idée géniale, merci. Je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de travailler là-dessus pour envoyer des courriers à ces personnes-là pour qu'ils nous fassent un témoignage et puis écrit. on peut un pressbook là-dessus et puis présenter. Oui. Oui. Et puis aussi. Recenser toutes ces personnes. Oui. Et puis leur demander de nous faire un témoignage écrit. S'ils veulent anonyme ou bien avec leur nom, ça va. Voilà. Juste leur prénom. On n'a même pas besoin du nom de famille, juste leur prénom. Quelqu'un qui veut se donner, on va le faire de façon. Oui. Ça, c'est je n'y avais pas pensé. C'est très, très génial. C'est le témoignage qu'on veut, en fait. Parce que le témoignage peut aider quelqu'un. Quand il va lire, peut-être la personne va voir ton cheminement et aussi ça va se faire. Et puis aussi, tu avais dit que vous n'êtes pas nombreux et que c'est bénévole. Ma question est, est-ce que ceux que vous avez aidés et qui arrivent à s'en sortir, est-ce que vous ne pouvez pas les approcher pour qu'ils vous donnent genre 30 minutes, 1 heure, vous faites bénévolat pour eux comme être des mentors pour les gens qui viennent? Ça peut être aussi une main-d'œuvre gratuite, mais ils vont redonner à la communauté ce que la communauté leur a donné. Sur ce point-là, quand je dis que les gens ne veulent pas faire les témoignages, ce n'est pas parce qu'ils sont fermés. Comme tu l'as dit, ils ont leurs raisons personnelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème quand on a approché quelqu'un à qui on a donné tous les codes pour qu'il le transmette à un nouveau, il le fait sans problème. On n'a jamais eu de réticence, on n'a jamais eu de mauvais retours. Les retours étaient toujours bons. Ils ont toujours accompagné les autres. Quand on a référé quelqu'un à une personne à qui ça a réussi, il accompagne toujours ce dernier la partie dans le même chemin que lui. Sur ce point-là, cette liaison-là, elle est là. Et je vraiment félicite toutes ces personnes qui le font ici. Cette liaison-là, cette chaîne-là n'est pas coupée. N'est pas coupée. Non. Si on regarde ton parcours dans l'ensemble, que ce soit professionnel, familial, personnel et autres, si tu devais revivre ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Je parle au début d'aujourd'hui, oui. Quand il regarde dans le rétroviseur. Je vais dire, par exemple, il y a des choses que j'allais faire différemment parce que j'ai récemment fait un certificat qui est très important dans mon domaine, dont on m'a donné l'opportunité de faire ça 10 ans auparavant. Par rapport à mon background. Et puis j'ai dit, je ne suis pas venu pour traverser le village, j'ai tout mon temps. J'avais le junior, j'avais tout, mais je n'avais pas ce certificat spécifique. Vous comprenez? Mais au fil du temps, j'ai du boulot, je travaille, tout et tout. Je me suis dit, rien ne me manque. Pourquoi je ne vais pas le chercher? Pourquoi je suis assis là? Parce que quand je regarde mes aspirations, on me demande ce truc-là. Je suis allé une première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Et j'ai dit, bah, tu as déjà un boulot, pourquoi tu t'embêtes? Et je suis allé travailler quelque part, et puis il y a un gars qui m'a sorti une phrase qui m'a dit, lui n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens qui veulent ce poste-là, il suffit d'aller chez ce petit truc, ils ne veulent pas aller le chercher. Et ça, c'est comme si ça fait un tic dans ma tête. Quand je suis revenu, je suis reparti à appliquer.
Et je me suis rendu compte que j'étais complaisant. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans mon domaine que j'ai l'habitude de faire. Je me dis, bon, c'est un truc facile, je m'en vais avec un examen. Mais quand je me suis appliqué, j'ai passé le truc avec mention. Tu vois, et ça m'a fait sourire. Mais depuis que je l'ai eu, les choses sont différentes. Toutes les portes auxquelles tu frappes, ça s'ouvre. Tu vois, côté professionnel, c'est ce que j'allais dire. Tu comprends? Côté professionnel, c'est ce que j'allais dire. Côté, je vais dire, quelle autre chose? Apparemment, je vais dire, moi, j'ai eu quand même la chance quand je suis venu, parce que j'ai fait de la prospection au pays, j'ai la chance de pouvoir m'orienter. Et puis, mon mindset m'a beaucoup aidé. Je suis quelqu'un qui ne prend rien personnellement. Tu peux me marcher dessus, tu peux faire certaines choses, je ne vais pas parler, mais ce n'est pas parce que j'ai peur, mais je suis en train de réfléchir, chercher à savoir le pourquoi. Donc, tout ce qui m'est arrivé, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'ai mal fait pour pouvoir corriger. Et ça m'a beaucoup aidé. Je ne dis pas que le volet, je ne vais pas dire le mot R n'existe pas, mais j'ai essayé d'enlever ça dans ma tête pour dire quelle est ma part d'abord, avant que je n'accuse d'autres choses. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une interview avec une dame où j'en ai parlé. Moralement, je suis venu à les épaules guindées. Quand on m'a descendu, je suis reparti à l'apprentissage doucement. J'ai laissé mon titre. Oh, j'ai un gros diplôme, je suis ingénieur, je suis ceci, non. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour m'en sortir? Et ça n'a pas pris du temps. Vous comprenez? Ça n'a même pas pris du temps. Je vais dire que je suis arrivé en septembre. J'ai eu mon premier boulot dans mon domaine en janvier. Tu vois, septembre, janvier. Mais au milieu, j'ai soulevé le carton, j'ai fait ce que tout le monde a fait. Mais je veux dire, j'avais un certain mindset pour dire c'est ce que je veux faire. Et quand on m'en a proposé, on ne m'a pas proposé en haut de l'échelle, on m'a proposé au bas de l'échelle. Et j'ai accepté d'aller là-bas. Mais j'ai fait 7 ans et demi dans cette boîte-là, où j'ai fait tout le parcours à l'intérieur. Donc, j'ai montré ma niaque, ma connaissance et tout, et puis j'ai évolué. Donc, ce parcours-là dans mon curriculum fait que les gens, sachant que je travaille dans cette grande boîte-là, ça donne de la cote à ce que je fais. Tu vois? Donc, c'est un peu ce que je peux dire, ma fierté, ma famille. C'est vrai qu'il y a les hauts, les bas au niveau du Canada, mais avec cette mentalité que j'ai pu surmonter beaucoup de choses et j'en suis fier aujourd'hui. On est fiers aujourd'hui. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui vient ou quelqu'un même qui est ici et qui veut aller dans l'Ouest, qui veut tenter l'Ouest? Comme on dit l'Ouest, là, c'est là-bas, il y a le pétrole, c'est là-bas, il y a tout le lait. C'est quel conseil tu peux donner? Moi, d'abord, le conseil que je donne à tout immigrant pour venir, c'est l'information. Je dis que l'information, c'est la clé de l'épanouissement en immigration canadienne. Si tu veux venir à l'Ouest, c'est beau. Tu peux venir à l'Ouest. Si on dit à l'Ouest, oh, la taxe est moindre, il y a l'argent, comme tu le dis, c'est vrai. Mais faut t'informer, il faut t'instruire. Parce que les systèmes sont différents. Si tu viens ici, tu ne pourras pas te dire, OK, je vais parler français uniquement. Donc, il faut déjà tourner ton brain pour dire, OK, je vais dans une zone anglophone, je me mets en zone anglais. Je ne vais pas peut-être parler l'anglais comme un natif, mais il faut déjà, j'accepte déjà de faire les efforts. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont bloqués jusqu'à aujourd'hui, qui ont peut-être même 10 ans, 15 ans ici, mais qui ne parlent pas anglais. Et tout ce qui est anglais, ils préfèrent l'éviter. Ils parlent juste le superficie d'anglais. Ah, anglais, c'est trop compliqué parce que déjà dans la tête, il est déjà bloqué pour dire que l'anglais est compliqué. Or, si tu veux venir en Alberta, il faut te mettre dans la peau déjà que tu t'en vas embrasser une nouvelle langue. Mets-toi dans l'apprentissage déjà. Quand tu arrives, il faut pouvoir savoir t'orienter. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand on vient dans une zone, il y a beaucoup d'informations qui fusent. Tout le monde veut te donner son parcours. Tout le monde te dit non, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible. Il faut aller à l'information. Je suis venu en Alberta, je veux faire tel truc. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Google, c'est là, tu vas dessus, tu tapes, tu prends tous tes renseignements qu'il faut et puis tu fais tes croisements entre ce que les gens disent et ce que tu as fait comme recherche. Mais si tu te bases seulement sur ce que tu as fait comme recherche, souvent, tu te tires une balle dans le pied parce que tu suis le parcours d'un individu, ce qui n'est pas vrai. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est venu, qui marchait avec certains confrères qui étaient dans la zone pétrolière. Sa femme est venue, sa femme ne travaille pas et une fois on causait, elle dit,
Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas tes enfants à la garderie? Il dit, il ne peut pas mettre ses enfants à la garderie parce qu'en Alberta, on ne paie pas de garderie. Je lui ai dit, c'est faux. Il dit, pourquoi? Il dit, ouais, quel est ton revenu? Parce que c'est que toi, tu vas à l'école, tu travailles à Walmart, donc pourquoi tu ne. Il dit, non. Il a commencé à citer des dévanciers qui étaient dans le pétrole. Il dit, non, vous n'avez pas le même revenu. Et ils n'ont pas droit, mais toi, tu as droit. Et je lui ai expliqué le processus. Il est allé. Aujourd'hui, bon, il a eu du boulot, il est à Québec maintenant. Mais je veux dire, il est allé et sa femme a pu mettre des enfants à la garderie. Mais il était bloqué pour le fait qu'il travaille, moi, chez ses vieux pères, les vieux pères n'ont pas d'enfants à la garderie. En Alberta, on ne met pas les enfants à la garderie. Ça, c'est un manque d'information. Il faut aller à l'information pour savoir comment tu vas t'orienter. Comme tu as parlé d'information, une question dans les commentaires. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se mettre ensemble avec d'autres structures afin de créer une entreprise qui va faciliter l'embauche des concitoyens? Bon, moi, ce que je peux dire, créer une structure qui va faciliter l'embauche des concitoyens, on en a pensé, mais c'est quand même difficile parce que il y a beaucoup de travail à faire au niveau de notre communauté. Beaucoup. Moi, j'ai été peiné de voir des Africains sont mis ensemble. Ils ont mis de l'argent de côté jusqu'à 800 000 $ ici en Alberta. Des Africains, donc toutes nationalités confondues. Je pense que c'est des Ivoiriens. Ouais, beaucoup de nationalités confondues. Afrique de l'Ouest. Et après, je crois, un an et demi, ils étaient obligés de redistribuer l'argent à cause, comme on a dit, à cause du gossip de Wankou Wankou. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu vois? Donc déjà, c'est vrai. L'idéal, c'est de mettre en place une structure qui va permettre d'embaucher les gens aux premiers abords qui viennent d'arriver. Notre objectif, c'est de recenser tous les entrepreneurs francophones qui sont ici en Alberta et de leur permettre de pouvoir donner la chance aux gens qui viennent d'arriver pour faire leur premier boulot. Dans nos projets, on en discute, on parle aux gens, on essaie de créer des réunions, mais la mayonnaise n'a pas encore pris. Notre ambition, c'est de faire ça et d'avoir ce consortium-là. À partir de ce consortium, créer un dispatch. Si demain, toi, tu veux faire des travaux dans ta maison, tu passes par ce dispatch pour avoir. Ça, c'est notre plan. Mais pour pouvoir mettre tout le monde à l'intérieur, nous sommes encore sur la phase de travail. Parce que c'est ça qui va vraiment créer le pont entre les gens qui viennent d'arriver. Parce que le monsieur, quand il vient d'arriver, l'argent sort. Donc, quand tu lui parles, lui ne coûte pas. Il a besoin de couper cette hémorragie-là. Parce que quand il dit, viens faire ceci, la première fois demain, ils vont payer combien? Est-ce qu'il aura l'argent? Parce que soit peut-être son propriétaire derrière lui, s'il ne paye pas seulement, il sort de la maison. Donc, il y a toutes ces pressions-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des codes qu'on donne aux gens pour dire, OK, quand tu arrives, voilà ce qu'il te faut. J'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent à l'État. À Québec, à Montréal, peut-être que le réseau routier, les industries ne sont pas trop loin, tu peux emprunter le bus, c'est facile. Alberta, il est primordial d'avoir un véhicule si tu veux avoir du travail. Ça va te permettre d'abord de faire du transport Uber, livraison, pour payer tes factures, parce que tu as un véhicule, ça c'est un. De deux, tu as la possibilité d'aller dans les structures de placement pour avoir du boulot chaque jour parce que tu as un véhicule. Si tu dis tu prends le bus, les entrepôts sont dans des endroits où le bus n'arrive pas. Donc si tu dis tu prends le bus, même si tu as les qualifications qu'ils veulent, ils ne vont pas te prendre. Ils n'ont pas envie de gâcher leur contrat. Donc c'est important quand tu arrives, si tu as des ambitions, tu as des envies, tu veux te faire plaisir, il faut mettre ça de côté. Cherche à passer ton permis first, et puis prends une voiture, et puis après, tu fais tes certificats safety, qui te permet aussi d'avoir du boulot facilement. Parce qu'ici, en Alberta, il y a un safety qu'on appelle le CSTS, qui te permet, c'est un truc sur la construction, mais ça te permet de comprendre le monde du travail, la sécurité au travail. Et ça, c'est un certificat que la majorité des entreprises demandent. Donc, c'est important d'avoir ces choses-là facilement quand tu vas dans ces agences pour demander du boulot, même si c'est journalier, ils peuvent te trouver du boulot chaque jour à différents endroits par tu es véhiculé, mais au moins, ça te permet de payer tes factures. Et si tu vas travailler quelque part, que c'est bon, il y a des gens à qui on a permis ça, qui sont allés travailler dans un coin où ils travaillaient bien, les gens les ont gardés. Ça fait près un an et demi, ils travaillent là-bas dans l'entrepôt. Mais ils cherchent un boulot, parce qu'il est informaticien, il cherche un boulot, il n'a pas encore trouvé, mais il dit que ça lui a permis d'améliorer son anglais. Donc, dans ce temps-là, il dit s'il a eu un boulot, il va partir. Et ça crée aussi certaines connexions. Il y a quelqu'un qui est parti chez eux,
Il y a quelqu'un qui nous a appris qu'il cherche du boulot, un Camerounais. Il a pris, il allait le mettre là-bas. Il a commencé lundi passé. C'est ce résultat que nous voulons. Parce que c'est ce que les autres font. Quand un Filipino rentre quelque part, il fait tout pour être supervisé. Il t'a une longue corde. Le temps que tu vas te rendre compte, après qu'il ait travaillé 1 an, tout le monde est Filipino là-bas. C'est ça que nous voulons faire aussi. Voilà quoi, ce que je peux dire. Selon toi, que manque-t-il à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer? Moi, je vais dire, ce qui nous manque beaucoup, c'est... Comment je vais dire ça? La solidarité. On est solidaire sur les choses, des petites choses, mais on a besoin d'être solidaire dans tous les domaines d'activité. On a besoin de se reconnaître. Pour une seule chose, nous venons de la même zone, on doit travailler en symbiose. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai mal quand je vois trop de concurrence, de comparaison dans nos communautés. Souvent, tu essaies d'aider quelqu'un, à un certain moment, il veut se comparer à toi. Souvent, tu tires quelqu'un, tu l'amènes à un certain niveau, il veut se comparer à toi. Oh, la vie, ce n'est pas de la comparaison. Chacun avance à son niveau. C'est des choses qu'on a traversées, mais comme je dis, moi, je ne prends rien personnellement. Je te rends service, tu veux te comparer à moi, j'estime que ça ne marche pas, ça n'a pas marché, je prends du recul et puis j'essaie d'évoluer pour aider les autres. Mais ça ne va pas me fermer la porte pour aider les autres. C'est ça. On donne l'impression que nous sommes vraiment ensemble au visu des gens, mais en sourdine, on n'est pas vraiment soudés. Quand on dit aux gens, on veut faire tel, même si c'est bien structuré, il y a toujours un hic parce que ça crée un blocage et ça n'arrive pas à terme. Mais je n'accuse pas cette population-là, j'accuse plutôt la culture dans laquelle nous avons grandi. Elle est culturelle. Les gens ne le font pas exprès, les gens ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais c'est resté dans nos gènes, dans notre culture. À tel point, quand tu réfléchis différemment, on te prend pour un blanc. Ce n'est pas une question de blanc. C'est une question d'évolution parce que tu essaies de réfléchir un peu en dehors de la boîte. Quand les gens sont dans un système assez carré, quand tu dis non, pense pas comme ça, fais ceci, fais cela, les gens disent non. Moi, je connais des gens à qui on a donné un conseil qui étaient dans la boîte jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça ne marche pas pour pouvoir venir. Mais ils ont perdu beaucoup d'années. S'ils avaient écouté au départ, c'était bon. C'est la même chose qu'on veut faire certaines choses. On veut essayer de mettre les gens ensemble pour pouvoir créer certaines choses. Au départ, il y a de l'engouement. Et puis après, il y a le problème de personnes. Ça crée un certain désordre. C'est ça qui est désolant. Moi, je disais à un gars que moi, j'habitais dans un magasin italien. J'ai vu 2 Italiens, parce que j'allais toujours là-bas, se bagarrer. Ils ont failli arriver aux mains. Ils ont parlé leur italien là jusqu'à, il y a eu du monde, les gens sont venus séparer. 2 jours plus tard, le même italien, je l'ai vu aller dans le même supermarché à la paix acheter les choses. Il parlait à les autres, mais il ne parlait pas à le gars, mais il est venu là acheter les choses. Il n'est pas allé ailleurs. Tu peux ne pas être content de ton frère, mais si tu fais tourner les choses dans la communauté, ça avance. Il y a un, je ne sais plus si c'est quoi que j'ai vu, où on disait combien de fois le 10 $ passe dans la communauté avant de sortir. Donc, les gens faisaient des tests, par exemple, si c'est des Américains, combien de fois le 10 $ passe entre Américains avant de sortir, si c'est des Français, combien de fois. Mais nous, les Africains, souvent, le 10 $, si on prend que c'est ta paye de 10 $, aussitôt qu'elle rentre dans ta main, aussitôt qu'elle sort, sans toucher la main d'un autre compatriote, parce que, comme tu le dis souvent, on n'a pas d'entité dans laquelle la main peut passer. Donc, si on met en place des affaires qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, la main le 10 $ va beaucoup plus durer dans notre main avant de sortir. Parce que les grandes communautés se bâtissent ainsi. Il faut avoir une certaine rétention monétaire dans la communauté si on veut vraiment atteindre
cette autonomie financière-là. Pourquoi les autres communautés arrivent à créer du business? Ils ne vont pas en banque. Ils ne vont pas prendre des prêts en banque. Quand ils vont prendre un prêt en banque, ce n'est pas un petit prêt, c'est un gros prêt. Mais les petits prêts pour démarrer le business, ça sort de leur communauté. C'est ça le problème. Aujourd'hui... Il ne faut pas faire, tu as dit, je veux faire un projet de, par exemple, 50 000 $. On va faire levée de fonds. Dans les commentaires, là, il y a d'autres qui vont se dire que 50 000 $, c'est pour mettre dans ta poche. Pourquoi moi, te donner 50 000 $ et puis toi, tu as des riches pour me laisser? C'est ce que je dis. Ça, c'est un. Deuxième, mais il faut nous montrer ce que 50 000 $ là va faire. On gagne quoi dedans? Moi, c'est pas ce que tu dis là. Je me rappelle d'un projet que j'ai lancé. Si tu regardes les commentaires, on est tous instruits. On est tellement instruits que souvent, à la fin, tu dois faire comme une thèse pour pouvoir sortir le projet. Et comme tu l'as dit, souvent, ça meurt dans l'œuf. J'ai dit une chose, c'est culturel. Tu sais, quand tu viens, oui, c'est culturel. On côtoie les autres communautés. J'ai dit une chose. Le peuple indien que nous voyons qui sont ici en masse, là. De l'Inde. Oui, Inde. Pas oui, Inde. Les hindous, là, qui sont ici en masse, là. Quand ils viennent, c'est leurs frères, leurs parents qui les ont fait venir. Si le mec a dépensé 50 000, 60 000, 40 000, 30 000 $ pour le faire venir, arriver ici, il travaille, il rembourse ça au monsieur. Faut dire ça chez nous ici, on te dit que tu es mauvais. Honnêtement, moi j'ai des amis, ils remboursent ça au monsieur. Et le monsieur à qui il rembourse, ce n'est pas un étranger, c'est son frère. Même père, même mère, il rembourse son argent. Et on prend cet argent-là, on essaie de faire venir quelqu'un d'autre. Mais chez nous, la culture fait que tu fais ça, tu lui dis, bon, même si tu veux essayer de travailler, tu vas m'aider à supporter mes charges. Tu lui dis même pas de te rembourser. Il trouve que c'est difficile, lui, il ne peut pas. Que tu es son frère, c'est son droit. Tu vois? Or, c'est vrai, on a notre culture, on a notre vision de la vie, mais on est dans un monde capitaliste qui est différent de notre monde traditionnel du pays. Au pays, c'est facile parce qu'on a la famille autour. Tout le monde se supporte. Au pays, ça se fait, mais dans un autre angle. Tu vois, non? Mais si le Qatarien fait que les factures ne t'attendent pas, ici, il n'y a pas à dire non, j'ai consommé, je paye après. Non, c'est donnant. La date est arrivée là, ils cherchent à prendre là, ils n'ont pas pris ton on saisit tes affaires. Donc, tu peux quitter d'un monde où tu es en haut de l'échelle pour une facture impayée, tu te retrouves au bas de l'échelle. Tout périclite. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est de commencer petit à petit. C'est des choses qu'on doit inculquer déjà à nos enfants à bas âge. Aujourd'hui, les communautés qui essaient de s'en sortir, pour nous qui sommes en Afrique, il y a l'Éthiopie, il y a les gars du Soudan et autres là, parce que l'Éthiopie, oui, parce qu'eux, ils sont dans ce système. Les gars du Soudan, attachés un peu par la culture musulmane, ça fait qu'ils ont des choses dans leur culture qui font qu'ils arrivent à se souder. Le fait qu'ils se basent sur la religion pour pouvoir s'accorder et puis de faire des choses d'honneur. Et il y a le Nigeria qui est en train de sortir un peu du lot parce que aujourd'hui, moi je vois par exemple ici, on a un secteur où les Nigériens ont fait de telle sorte que la majorité des maisons dans ce secteur sont achetées par des Nigériens. Ils ont créé un lobbyisme où ils sont en train de faire asseoir leur business. Donc, on aimerait voir ça dans nos communautés, surtout la communauté ivoirienne. La communauté ivoirienne, la communauté camerounaise est en train d'essayer de sortir de là aussi pour créer. Et je les félicite parce qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Mais nous, les Ivoiriens, on a beaucoup, si c'est la main-d'œuvre, les ressources humaines pour pouvoir créer ce genre de lobbyisme, on l'a. Mais généralement, quand tu tires ton frère, je ne sais pas, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui nous anime, mais ça vient dans une certaine discussion, ça périclite, ça capote, ça fait mal, mais on doit travailler là-dessus pour corriger. Tu avais parlé de l'anglais. Quand tu venais, tu étais fort que nous. Oh! Go for English là. Nous, on était restés quelque part, mais toi, tu étais fort que nous. Maintenant, quand tu es arrivé ici, ça t'a vadi. Donc, il faut nous dire un peu, 2 ou 3 topos pour nous autres qui avons les oreilles dures,
qui voulons aller vers toi dans l'Ouest là-bas, comment faire avec l'anglais? Voilà Deux ou trois topos. Voilà la manière la plus simple où j'ai appris à facilement naviguer en anglais. D'abord, c'est de disposer ton esprit à vouloir apprendre. C'est comme une langue que tu veux parler, donc tu essaies de disposer ton esprit à vouloir apprendre. Secondairement, tu tournes ton téléphone en anglais. Même si tu es à Montréal, parce que c'est que les pawn shops, non, les dépanneurs, là, c'est les Indiens qui les ont, ils parlent anglais quand vous partez là-bas. Les endroits où vous partez, les gens parlent anglais. Donc, tu tournes ton téléphone en anglais, puisque tu es dans un environnement où on parle beaucoup français, si tu es véhiculé, le matin, de ta maison à ton lieu de travail, le soir, de ton lieu de travail à ta maison, mets une chaîne anglophone. Au départ, c'est du charabia que tu vas entendre. Oh, ils vont bavarder, tu ne comprends rien. Après, tu as piqué 2-3 mots. Après, tu as piqué 3-4 mots. Après, tu as compris la phrase. Après, tu as compris le thème. Quand tu as fait 6-7 mois, les gens parlent, tu sais de quoi ils parlent. Mais tu comprends tout ce qu'on te dit, mais tu ne pourras pas encore parler. Pour faciliter maintenant pour parler, pendant que tu fais ça, va sur Google, les prétérites qu'on bossait au pays là. Il faut prendre présent et passé. Il ne faut pas aller par subjonctif, par exemple, il ne faut pas aller là-bas. C'est les 300 mots que tu prends, ou bien je ne sais pas combien de mots il y a, tu prends présent et passé. Il faut connaître le mot au présent, il faut connaître le mot au passé. Ça va te faire connaître plusieurs mots. Et quand tu te mets dans cette, tournure-là, tout ce qui est mot anglais autour de toi, tu cherches à comprendre la signification. L'oreille est toujours tendue et si tu n'as pas compris, tu auras la curiosité d'aller chercher à savoir qu'est-ce que le mot veut dire. En ce moment, tu t'es mis en mode anglophone. Donc, tout ce qui est anglais, même quand tu lis une phrase, tu marches, tu lis une phrase en anglais que tu n'as pas compris, tu es sur ton dictionnaire, dans ton téléphone, tu tapes la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, tu es en train de faciliter ton anglais. Si tu commences à faire ça, que tu viens ici, tu es imprégné dans la chose, ça va te prendre peut-être 4-5 mois, tu pourras communiquer, discuter facilement. Mais il faut d'abord accepter d'être immergé là-dedans. Ce n'est pas facile parce que c'est le français autour de vous, mais si tu essaies de le faire, moi je l'ai fait au pays, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que je suis venu, je dis, à mon premier entretien, la femme m'a dit, tu ne parles pas anglais, mais au pays, je communiquais. Pour moi, j'étais très puissant, donc ça m'a dégradé, mais je pouvais écouter, je pouvais comprendre, mais ça m'a donné le temps de travailler plus, parce que je me suis rendu compte que l'anglais que je parle là, c'est zéro. Et puis après, j'ai croisé quelqu'un, un Ivoirien qui était professeur d'anglais. Il dit que lui, il a eu pire même que moi. Après, lui, il dit ça l'a Donc, on va aller à nos become, devenir blue, blue. Voilà, non. C'est des mots, parce que voilà ce que je dis aux gens. Je dis quand tu parles anglais, fais des phrases courtes. C'est comme le professeur de l'université qui te dit, moi, je donne mon cours, je ne fais que parler, vous prenez les restants en tiré. Le gars ne fait pas les leçons comme vous pouvez. Leçon 1, non, il parle, vous prenez en tiré. Donc, c'est comme ça qu'on doit parler. Les Chinois, là, ils ne font pas un anglais. Sinon, on fait de longues phrases. Ils disent, tu as mangé, tu es parti, tu es venu. Donc, si tu commences par ça, ça va commencer à marcher. Et puis, l'autre chose qu'il faut faire, beaucoup de gens parlent l'anglais, mais ils ne savent pas écrire. Donc, ce que tu vas faire, c'est de payer des bouquins, soit les bandes dessinées, là, ou bien des petits bouquins comme ça, mais anglophones, que tu as essayé de lire. En lisant, ça va développer aussi ton parler parce que tu vas commencer à voir la prononciation. Et puis pour la prononciation, il faut faire la phonétique alphabétique de l'anglais qui est différente de la phonétique francophone. Si tu arrives à faire la phonétique, parce que le français et l'anglais, c'est 50-50. Il y a beaucoup de mots francophones qui sont en anglais, mais la phonétique diffère. Donc, si tu arrives à connaître le ABC et en anglais le ABC, tu vas voir que les phonétiques sont différentes et à partir de là, si tu arrives à maîtriser ça, tu vas pouvoir pratiquer ton anglais facilement. Après l'anglais, on va parler aussi des certificats. C'est quelque chose que tu aimes un peu parler de ça. C'est pas culturel à nous, les certificats. Pourquoi tu aimes ça, les certificats? Je l'ai dit dans mes propos au départ, j'ai dit 90% des Africains qui viennent francophones immigrants sont des gens très lettrés qui viennent en immigration. Ils ont souvent 8 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de service. Ils arrivent ici, ils retournent à l'école. Pourtant, ils ont la base qu'il faut parce que c'est un pays où les opportunités y sont. Mais si tu n'arrives pas à naviguer, tu retournes à zéro. Je prends quelqu'un qui vient, il est, je vais dire n'importe quoi, informaticien ou bien il est, je sais pas, ingénieur dans un certain domaine. Il arrive ici, il retourne à l'ETS, aller faire un bachelor.
Or, il a travaillé 8 ans, bien 9 ans au pays. Il va faire un bachelor. Il sort du bachelor, il a bien travaillé. Bombardier l'appelle pour faire un entretien. On fait l'entretien en français, c'est bon. On le prend en entretien en anglais, il ne pique pas. Une autre entrevue l'appelle, c'est bon en anglais, il ne pique pas. Il pète un plomb. Parce que c'est une grosse boîte qu'il appelle par rapport à son profil. On ne l'appelle pas parce qu'il a eu le bachelor, on l'appelle par rapport à l'expérience qu'il a derrière le bachelor. Là. Tu comprends, non? Mais il a passé 4 ans, au moins il faisait ses 4 ans à l'école, il ne cherchait pas de travail, hein, il cherchait à finir son diplôme. Donc moi, il est en train de faire ça, ça fait 5 ans. Si ça prend 2-3 ans pour qu'il ait un bon boulot, ou bien s'il a eu la chance que quelqu'un a pu le référer, Dieu merci. Si au sein de l'école, si l'école a pu le référer, il ne va pas sentir ce dont je suis en train de parler. Tu comprends, non? Et puis, ça dépend de l'âge aussi. Il y en a qui sont dans l'école très tôt, il a envie d'apprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est un choix. Mais moi, je dis toujours que quand tu viens avec un background bien assis, que tu connais ton boulot, tu t'assois, tu cherches le certificat dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Si tu as été électromécanicien, cherche un certificat d'électromécanicien ici au Canada. Va le chercher. Parce que c'est quand on vient d'arriver, dans la période où je viens d'atterrir, je cherche mes pas, c'est là qu'on fait le meilleur certificat en français dans le domaine dans lequel on veut exercer. Parce que là, si c'est l'anglais, tu dois apprendre, c'est dans l'anglophone, tu fais un certificat dans le domaine dans lequel tu veux exercer, parce que le certificat en zone francophone, dans les pays francophones d'où nous venons, c'est juste un papier, ça n'a pas de valeur en fait. C'est un truc qui va se périmer. Or, ici, dans la mairie de l'Ouest, le certificat, c'est une expertise. Ça veut dire que tu es expert dans ce domaine-là. Donc, quand tu viens avec ton background, tu avais travaillé 10 ans à Fructisac en tant qu'ingénieur, je ne sais pas quoi, tu arrives ici, tu mets un certificat d'électromécanicien, mais quoi, tu mets dessus, et puis tu postules pour un poste. Même, bon, pour commencer par un poste de technicien dans une entreprise, ils vont regarder le certificat que tu as eu, et puis ils vont regarder ton background, ils vont t'appeler pour t'écouter. Quand tu as le boulot que tu rentres dedans, que tu montes ton expertise, en ce moment, s'il y a des postes de superviseur, pas de choses, par rapport à ce que tu connais, tu deviens superviseur assez facilement. Peut-être après 8 mois, commencer à travailler, te mettre au poste de superviseur. Parce que tu maîtrises que les autres qui sont là. Moi, je suis allé faire plusieurs trucs à Montréal, j'ai vu. À Montréal, les gens, les gars que j'ai trouvés sont un peu comme nous, Africains. On n'aime pas lire. Tu envoies le bouquin, pour toute la fois que je suis parti là-bas, tu envoies le manuel pour regarder, pour faire le boulot. Le gars te dit, non, il n'a pas le temps de manuel. Donc, je suis choqué. Oh, cette culture-là, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre par rapport à l'école où je suis passé. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Arriver ici, ça m'a beaucoup poussé. Les choses, il faut pouvoir aller les lire, pour pouvoir voir comment tu fais. Si tu ne comprends pas, tu fais tes recherches. Maintenant que Google est ouvert pour tout le monde, il faut pouvoir faire des recherches. Donc, c'est comme ça, je dis, quand tu viens, que tu es assez jeune, tu as travaillé 1 an, 2 ans, tu estimes que je veux faire une expertise, je veux bien aller à l'école, c'est un choix. Mais quand tu as travaillé longtemps, cherche le certificat que tu peux ajouter sur ton diplôme. Quand tu as fait tes 8 mois, bien tes 3 mois, bien tes 4 mois, de pouvoir t'intégrer, trouver ta roue, faire ton petit boulot, venir. Quand tu descends le soir, tu prends tes cours, faire ton certificat. Le temps que tu as fini tes 3-4 mois, tu as fini tes 4 mois, tu as train de faire le cours, tu as fini le cours, tu as eu un petit boulot, tu mets la nourriture sur la table, tu payes tes factures, tout et tout, mais tu as ton certificat. Donc, le soir, quand tu descends là, tu continues, tu poursuis pour avoir maintenant le boulot dans lequel tu veux travailler et à coup sûr, tu l'as. Parce qu'on va dire quoi? Les gens disent non, il faut avoir expérience canadienne. Tu travailles dans un petit warehouse, tu sur le carton, tu as l'expérience canadienne. Il faut avoir être allé à l'école ici. J'ai un certificat canadien. Tu n'as pas les prérequis qu'il faut. Donc, c'est ça. Déjà, tu te donnes la chance pour avoir ces prérequis. Et puis bon, voilà que le monde de l'emploi est ouvert au devant de toi. Il y a quelqu'un qui demande, j'ai un bachelor en exploitation et production de pétrole. Quel certificat ou formation professionnelle dans le domaine de pétrole me conseillez-vous? Bon, s'il a un certificat bachelor dans l'exploitation du pétrole, qui veut travailler dans le domaine du pétrole, ce qu'il doit faire quand il vient ici en Alberta, il doit aller s'inscrire à l'APEGA. Ça, c'est un. Ça prend 2 ans. C'est quoi la PEGA? C'est l'association des professionnels en ingénierie d'ingénieurs de l'Alberta. Ça va prendre 2 ans, ils vont faire des recherches. En fait, quand tu viens de faire ça, tu viens faire un certificat en ce qu'on appelle Power Engineering.
C'est un truc en production pétrolière. Il y a la classe 1, non, 5, 6, non, 5, 4, 3, 2, 1. Le plus haut, c'est le 1. Tu vas commencer par la classe 5. Tu le passes, tu viens à la classe. À la classe 5 ou 4, même, tu peux déjà avoir développé ton expérience professionnelle. Quand tu rentres dedans et que tu montes ton expérience, au lieu de rester à l'exploitation, tu peux venir dans le domaine engineering, contrôle engineering pour pouvoir travailler sur les projets. Ou bien, le certificat que tu peux faire pour ajouter sur ça, là, tu fais un PMP. Project Manager, PMP. Oui, très connu, je ne sais pas qu'on appelle ça là. Ou bien tu fais un SAPM, assistant quoi, de PMP. Donc, le PMP, c'est pour les projets. Si tu fais un PMP sur ton bachelor que tu ajoutes, plus ton expérience professionnelle, chose que il y a un boulot sur un projet pétrolier que tu poursuis, on cherche ingénieur de projet dans le domaine du pétrole, que tu as un PMP. Plus ça, tu appliques, ils vont te prendre. Ils vont t'appeler pour te coûter au moins. En tout cas, ceux qui ont leur cas pratique, contactez RMA, vous allez. Parce que là, c'est au chaud. Tu viens en Alberta ici à ce qu'on appelle le IQuest. International Qualification Assessment. Quand tu étudies à l'extérieur, tu viens. L'Alberta a un bureau où tu produis tous tes certificats, tes diplômes. Ils font. C'est comme l'équivalence. Ils regardent et puis te donnent un certificat qui dit que tu as tel niveau d'études dans ton cursus scolaire. Avec ce certificat, c'est un certificat qu'on utilise pour aller chercher du boulot. Ce n'est pas un certificat comme West, non. Ça s'appelle iQuest. En tout cas, contactez Fabrice, c'est la référence. Quels sont les projets à venir pour RMA? Bon, RMA, les projets à venir, c'est d'abord, on est en train de travailler dessus pour avoir nos propres locaux. OK. Embaucher des personnes qui sont passées, les nouveaux arrivants et autres. Mais on veut prendre des gens qui ont eu l'expérience du domaine avec nous pour les embaucher parce que pour des gens qui auront vu la vision des choses tout le temps et puis vraiment s'établir pour pouvoir créer le pont qu'il faut entre l'Ivoirien francophone ou bien l'Africain francophone immigrant qui est arrivé et puis l'anglophone, le domaine anglophone. J'ai eu la chance de discuter avec le ministre de l'Emploi 2 fois parce qu'il venait de l'Alberta. J'ai eu la chance d'être invité, j'ai pas eu le problème. Mais malheureusement, il n'est plus ministre. Donc, on essaie de revoir encore le nouveau gouvernement. Mais c'est un projet qui est viable par des moments, par la fatigue, parce que moi, mon boulot me prend assez beaucoup de temps, mais je trouve le temps quand même de pouvoir communiquer avec les personnes qui m'écrivent. C'est vrai que souvent, c'est lent. Mais quand je trouve du temps, je le fais. Donc, je profite de celle du camp pour dire aux gens qui m'ont écrit ici, Réseau Métier, demain ou après-demain, je vais traiter vos cas. Je vais faire un live Zoom où vous pouvez venir. Je vais mettre pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, envoyez-moi un mail sur Réseau Métier. Et puis, quand je vais lancer le Zoom, vous recevez ce mail-là. Ce Zoom-là, vous pouvez vous inscrire. Je vais faire un truc demain, après-midi, et puis vendredi après-midi. Je vais m'asseoir comme aujourd'hui pendant 4 heures chaque jour. Voilà. C'est une passion d'aider les gens. C'est une passion de voir le sourire sur un confrère qui est content, qui est arrivé. Je vais dire le visage froissé parce que c'est difficile. Et puis, tu le revois plus tard, il a le sourire, sa famille, les gens sont contents. C'est une passion pour nous. Le seul truc qu'on a en retour, c'est le sourire et puis la joie de voir la communauté évoluer, c'est tout. C'est gratuit. Donc, pas 5 francs, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire que je lui ai pris de l'argent pour faire quoi que ce soit, non. Il m'arrive souvent même de vouloir faire du coaching payant, mais je me demande, est-ce que ça vaut le coup? Tout le monde se cherche. Tu vois, non? Donc, moi-même, je n'accepte pas. Donc, c'est pas. Parce que je me dis, je n'ai pas payé. Oui. Donc, ceux qui sont intéressés par le Zoom de demain, envoyez un courriel à Infoline, INFOLINE, à commercial réseaumétier.ca. Donc, l'adresse déroule. S'il n'a pas oublié, je vais lui demander de me donner aussi, je vais publier ça sur Ivocan Relais pour que ceux qui sont intéressés puissent cliquer sur le lien et puissent aller écouter le live avec le frère Lévi.
Les gens n'ont qu'à attendre. Hein. J'ai bloqué mon rendez-vous, donc ils n'ont qu'à attendre. J'ai Non, c'est fini et pas puis ils le vont cas de mon taper. téléphone qui sonne. Donc, on est en train de finir, on a presque fini. Ouais, ouais. C'est quelle question que tu aurais voulu que je te pose et que j'ai pas posée? Si tu as une question, et puis nous, on a tout parlé pour l'instant parce qu'on Je doit pense qu'on revenir a encore pour tout un autre dit. thème. On a tout dit, on a dit la plus grosse partie des choses. Je pense que si les personnes ont des questions particulières, comme j'ai donné toutes les informations, ils savent où me trouver, comment nous contacter. Et puis, on va essayer de travailler là-dessus. Pour tous ceux qui sont en Alberta, qui sont ivoiriens, il y a le président des Ivoiriens d'Edmonton qui a une réception pour les nouveaux arrivants le 30. Je pense que nous sommes invités, on aura un plateau là-bas où on va discuter. Donc, j'y serai. Pour ceux qui veulent me rencontrer personnellement, j'y serai. Donc, c'est Est-ce que l'occasion. tu as le lieu? Oui, je pense que c'est dans un parc. Le flyer, Mhm. s'il m'envoie un message, je peux lui envoyer le flyer du président. Mhm. Puis voilà. Donc, le 30 août, tous les nouveaux arrivants à Edmonton, les Oui, nouveaux arrivants ouais, ivoiriens, oui, il y sinon, a un barbecue dans un parc pour vous dire ouais. bonne arrivée, pour vous donner les topos de comment ça se passe en Alberta. Il y aura beaucoup Le, d'organismes francophones aussi. C'est pas seulement RMA, il y aura la Parallèle, la Frappe, plein d'organismes. Donc, venez. l'Association ivoirienne d'Edmonton, je pense que ça s'appelle CICE. Oui, c'est ouais. Donc, CICE, c'est l'Association ivoirienne d'Edmonton. Donc, moi, j'aime ça dire aux gens de contacter nos associations, laisser affaire de non, je suis venu, je ne vais pas créer Abidjan ici, les Ivoiriens sont ici, les Ivoiriens sont ceux-là, les Ivoiriens sont... Quand on dit les Ivoiriens sont là, nous-mêmes, on est dedans. On peut pas être, se mettre hors et puis dire que on est dedans. Donc, venons et puis apprenons de ceux qu'on a trouvé sur place. J'entends dire que on dit les dévanciers sont mauvais, les dévanciers sont égoïstes, les dévanciers. Mais un jour, Nouveau-Ciel va devenir dévancier et puis vous allez voir ce qui est dedans. Vous, comme peut-être c'est facile, vous allez voir si c'est vraiment facile d'être appelé dévancier et de vouloir, comme il a dit Fabrice, il dit souvent, tu tires la corde et puis corde la corde, tu finis de tirer, ça reste dans ta main. Il a dit ça, on a vu. Donc, ne pensez, quand vous dites souvent que les dévanciers sont un peu méchants, c'est que peut-être ils ont eu quelque chose. Bon, Souvent, essayez de les comprendre. Et il y a puis, des, on va se contacter de ce il y a qu'on des a. histoires qui font que les gens ne veulent plus aider parce qu'ils ont été blessés. Ils ont tendu la main, les gens voulaient couper leur bras. Et quand on te raconte ces histoires-là, c'est désolant, tu te demandes à quoi la personne pense, tu vois. Non? Mais c'est pas ça qui va empêcher les gens d'aider, mais souvent aussi, moi je dis, les nouveaux, la majorité des gens qui viennent maintenant là sont un peu fragiles parce que ils viennent, parce que c'est un échappatoire. Ils ne viennent pas avec un gros plan et puis arriver ici. On ne peut pas se décacasser pour toi. Le gars a ses chats, il a ses choses à faire. On n'est pas au pays où on dit non, le gars est venu. Non, il ne va pas aller brûler des heures, il va laisser des heures pour venir t'aider parce qu'il n'est pas venu à gérer tes problèmes. Non, le gars a ses problèmes à lui. Donc toi aussi, essaie de pouvoir t'orienter, essaie de pouvoir t'accommoder parce qu'on n'est pas au pays. Et Chacun puis pour lui. aujourd'hui, il y a Google, il y a les services, il y a les groupes comme Ivoiriens du Canada. Si ton gars n'a pas le temps que tu es dedans, tu poses une question, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va répondre. Il faut qu'on soit un peu débrouillard. Le C'est ça. Canada, c'est le pays des débrouillards. C'est vraiment pas le pays des gens qui viennent et puis on leur donne tout. Le Si gars vous te donne regardez bien, c'est comme une ça. minute, 2 minutes de son temps, il faut le remercier. Moi, je dis toujours, 1 minute, 2 minutes de son temps, il faut le remercier. C'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas parce Est-ce que... qu'il t'a donné 2 minutes que demain il n'a pas le temps qu'il est contre toi. Il n'a rien contre toi. Il a besoin n'a de... rien. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un mot de fin pour tous ceux qui s'apprêtent à aller en Alberta, qu'ils soient dans les autres provinces ou qu'ils soient encore dans dans nos pays et qui veulent venir en Alberta? Moi, je vais dire, je les encourage. L'Alberta, c'est une belle province. Elle a beaucoup de petites villes, il y a beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas Edmonton seulement. Il y en a qui sont venus, qui ne sont plus à Edmonton, qui ont eu du boulot juste à côté, qui vivent la vie pratiquement, qui font ce qu'il y a à faire, qui sont tranquilles. Quand ils veulent voir la grande ville, ils viennent à Edmonton, bien à Calgary. Mais venir en Alberta ne vient pas parce que les billets, Joseph y est,
qu'on a hier, c'est des amis, non. Viens en Alberta parce que c'est un projet de vie. Tu es conscient de la zone anglophone dans laquelle tu pars. Tu es conscient des efforts que tu veux faire. Généralement, on dit non, je vais pour l'anglais pour mes enfants. Oui, les enfants parlent anglais après 6 mois. Et toi? Parce que si tu ne trouves pas ce que tu veux, tu vas commencer à te plaindre. Quand je suis venu depuis, je ne trouve pas le boulot. Il y a les orientations, il faut être beaucoup focus dans ce que tu veux. Il faut être quelqu'un, si tu n'avais pas l'habitude d'aller à l'information, commence à t'impliquer pour aller à l'information. Parce que c'est pas si à Québec, c'est comme ça chez vous. Ici, en Amérique, quand on a demandé, il faut lire. Ils ne sont pas dans le discours. Il faut lire. Ils supposent que tu sais. Donc, c'est déjà de se mettre dans ce mood-là et de venir. L'Alberta, c'est vrai, on dit c'est anglophone, mais ce n'est pas difficile à naviguer. C'est au contraire facile à naviguer quand tu es bien préparé à venir et quand tu sais ce à quoi tu dois être confronté. Donc, préparer l'esprit à ça. Quand vous arrivez, moi je suis confronté. Nous, on peut répondre à des coups de fil, on peut répondre au téléphone, mais on ne peut pas être là tout le temps pour vous, mais on peut déjà vous aider par communication. Ça, c'est déjà bon. Donc, quand on peut t'orienter par communication, faire l'effort de faire la finition pour atteindre le type pour lequel tu as posé cette question, mais tu veux faire. Tu viens, dis-toi que tu viens pour naviguer. Tu as des guides, mais qui ne seront pas toujours là pour toi. Mais si tu es quelqu'un de très débrouillard, qui a la niaque de vouloir avoir ce qu'il veut, tu t'en sors facilement. Deuxième conseil, quand on vient à l'aventure, on dégrade ses épaules d'abord. Si tu n'es pas dégradé, tu ne peux pas réussir ton aventure. Il n'y a pas encore vu quelqu'un qui vient à l'aventure, qui n'est pas allé au charbon, et puis tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui a préparé la ligne pour lui. Quand il a atterri, le dessin dessus, il y a quelqu'un qui a fait, puis il a glissé, fier, il est rentré. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un, vous encore, vous avez la chance, vous pouvez nous appeler, nous, on va communiquer. Nous, quand on venait avec personne, c'était lisse même. Tu fais rien, tu casses ton pied. Donc, pour dire que vous avez au moins les gens avec qui communiquer, les organismes deviennent un peu plus solides, on prend un peu en compte le problème des gens. Donc, l'Alberta, c'est plus comme à l'époque où nous sommes arrivés. À l'époque, c'était un peu plus dur. Maintenant, c'est un peu plus facile, un peu plus souple. Beaucoup d'hommes essaient d'aider les gens commencent à comprendre. Je vois des gens qui disent, ah, j'ai reçu ton numéro par un frère, il m'a appelé, il m'a dit, tu cherches du boulot, essaie de contacter ceux-là, ou bien, il y a plein de choses qu'on voit. Avant, ça ne se faisait pas, chacun était dans son coin, mais aujourd'hui, les gens communiquent, quand tu vois ça, tu es content. Donc, ceux qui ont l'intention de venir, que la barrière de la langue ne vous bloque pas, l'anglais, ce n'est pas un obstacle pour réussir ici. La seule chose qui va être un obstacle, si tu viens, que tu ne sais pas conduire, là, tu ne vas pas trouver ton chemin. Voilà. Merci beaucoup pour ce bel échange. Et puis, comme je t'ai dit, on doit venir parler d'autres thèmes où ça serait un peu plus technique par rapport vraiment au certificat, par rapport à la réalité, l'insertion en Alberta, surtout à Edmonton. J'aimerais vraiment te dire merci. Toi, Albien, franchement, merci beaucoup parce que quand quelqu'un vient et il nous dit, je cherche quelque chose à Edmonton et autres, soit on va te taguer, on va taguer Albien, on va taguer Jessica de CICE et on va avoir gain de cause. Vous nous avez aidé. Ce sont des personnes qui sont à RMA. Ah, tu as vu? Vous nous avez aidé à installer beaucoup de familles. Vous nous avez aidé à guider beaucoup de personnes dans l'Ouest, beaucoup d'Ivoiriens. Et pour ça, on dit merci. Merci au RMA d'exister parce que il y avait le besoin. Les entreprises naissent de besoins et c'est une belle organisation qui est née d'un besoin. Ma prière pour vous, c'est que vous ayez des subventions nécessaires afin que vous puissiez aussi manger un peu de ce temps que vous donnez gratuitement aujourd'hui. On sait comment, quand on donne, on reçoit. Donc, j'espère et ma prière pour vous, c'est que vous le recevez. Donc, bonne soirée à tout le monde et puis merci encore. Merci beaucoup. Merci Larissa pour ton invitation. On s'est dit à mercredi prochain. Il n'y a pas de souci. Amen. Bye.